Allez, nous continuons avec la République démocratique du Congo, l'avenir de la MONUSCO et la lutte contre les groupes armés au cœur de la visite d'Antonio Guterres. Germain Soso, vous avez la parole. Oui, je disais tantôt que lorsque nous voulons pousser un peu plus loin la réflexion, il n'y a pas que la RDC. Bien avant la RDC où l'ONU était présente, il y a eu entre-temps l'histoire de la Libye. Aujourd'hui, quelle est la situation de la Libye? Pourquoi à un moment donné, si tant est que véritablement on veut sortir, ici il n'y a pas de résultat. Je pense qu'ils ont créé la MONUL là-bas, mission des Nations Unies en Libye. Oui, mais peut-être un peu tardif, mais... Bon, voilà. Et donc, je vous dis que, d'après les statistiques, la RDC, c'est une mine d'or. C'est pour cela que j'ai fait le film tout à l'heure, avant l'indépendance. L'ONU a intérêt à rester là-bas. Voilà. Vous savez que quand qui dit l'ONU, dit les États membres. Qui dit les États membres dit les puissances. Voilà. Alors donc c'est des intérêts. Alors voilà. Donc j'ai parlé tout à l'heure des ventes d'armes. Est-ce qu'aujourd'hui l'ONU n'a pas véritablement la possibilité de mettre fin à ce pourquoi elle est là-bas? Pourquoi pendant 20 ans les miliciens continuent par série? Pourquoi il y a continuellement le désordre en RDC alors que des millions d'euros sont investis pour ça? Finalement, quel est le résultat? Alors donc c'est pour cela que je dis, si véritablement l'ONU, à moins que l'ONU n'a pas le courage de dire publiquement qu'elle a échoué, parce que ça aussi ce n'est pas une honte, si pendant 20 ans il n'y a pas de résultat, parce que quel est le résultat tangible? La dernière fois encore, je crois que les sous ont été encore dérobés. Alors que la MONUSCO est présente là-bas, je crois les sous, si j'ai bon, les sous des enseignants, je crois que quelque chose comme ça a été produit, tout ça là. Mais bien avant ça, nous avons vu des vidéos qui ont circulé. On n'a pas la possibilité de vérifier, mais qu'on nous permette d'en parler. Si l'ONU même n'a pas réagi, parce que des cargaisons, des voitures de l'ONU bien écrites sur l'ONU, qui ont été, on a filmé, on a vu des cobalts à l'intérieur des véhicules d'une organisation internationale comme l'ONU, et toutes les puissances n'ont rien dit. Pendant ce temps, en RDC, c'est quoi? C'est Ebola, c'est la misère, c'est la guerre, tout ça là, finalement. Donc c'est pour cela que moi je dis, sans avoir aucune force pour contraindre l'ONU, je m'exprime parce qu'on m'a donné la possibilité de m'exprimer en disant que je suis frustré en tant qu'Africain, qu'une organisation internationale qui est censée donner de la protection à tous les Africains, enfin tout le monde entier, et que pendant 20 ans, il n'y a pas de résultat. Moi, j'estime que l'ONU devrait avoir le courage de replier et de dire, bon voilà, nous avons, est-ce que vous, les Africains, est-ce quelle est la véritable solution? Peut-être que ce n'est pas la propre, parce qu'au départ, ils étaient de bonnes intentions, mais aujourd'hui, ça s'enlise et ça fait dépenser. Les gens meurent. Vous savez que beaucoup de soldats, y compris nos soldats, les gens sont morts là-bas. Et donc, que ce soit les soldats bangladeshis, je ne sais pas de quel pays, tout ça, les gens meurent à chaque fois. Pour quel résultat? Donc, il ne s'agit pas de dire, Guterres, oui, l'actuel secrétaire général de l'ONU, il faut prolonger. Il s'agit de se demander, pendant 20 ans, quel a été le bilan. Parce que j'ai dit que c'est une organisation, c'est sur la base du bilan qu'il faut, oui ou non, prolonger. Et ce n'est pas une question de souveraineté ou du patriotisme, du panafricanisme. Il s'agit de résultats de l'ONU. Pendant 20 ans, on n'a pas eu un résultat. Il faut tout simplement tirer les conséquences. Alors, de toutes les façons, quand Joseph Kabila a évoqué la question, c'est sur la base quand même d'un résultat tangible qu'il avait eu à mener lorsqu'il a évoqué. Bon, puisque ce n'est pas un truc qu'il avait décrété comme ça. Il est parti des exemples précis, concrets, où il a amené quand même à comprendre que avec la MONUSCO, on ne peut plus continuer. Il faudrait quand même qu'on revoie carrément le redéploiement de cette MONUSCO-là sur le territoire. Donc, ce qui m'amène à dire, bon, pour revenir un peu en arrière, vous savez, je pense que ce soit les institutions, qu'elles soient onusiennes, Union africaine ou Union européenne, je pense qu'elles ne parlent pas d'un mécanisme d'alerte précoce qui les amène donc à installer donc les forces d'intervention internationale sur les lieux où la paix est menacée. Donc, partant de là, je pense que la mais finalement, qui paye la facture? C'est les États ou c'est... De toute façon, tous les États membres de l'ONU sont toujours contribuables pour son fonctionnement, même si nos pays africains soient à la traîne en ce qui concerne... Oui, mais maintenant, les États qui payent, par exemple, et qui voient que nous payons pour quelque chose qui ne donne aucun résultat, quand je suis entrepreneur, la première chose que je fais, j'arrête. Non, en réalité, on arrête, il y a que l'État dans lequel cette force-là est déployée qui constate réellement que cette force-là ne lui apporte pas gain de cause. Sans quoi, les autres États, ils s'en fichent, ils se disent que c'est un État frère africain et que cette force-là devait y être pour au moins protéger les citoyens. C'est ce qui est dit en amont. Maintenant, en aval, les dessous de cette force-là, étant dans l'inefficacité d'elle-même, est criable par ceux constatés de tous et qu'elle ne donne pas les résultats parce que c'est eux, ces forces-là sont logées sur leur territoire et c'est eux qui subissent donc les sévices de ces corps-là. Donc, pour les autres États, ils contribuent d'ailleurs, mais c'est une fierté d'ailleurs même. Donc, aujourd'hui que Joseph Kabila avait eu donc
l'agent de pouvoir donc lever la voix et de le dire, ce que tout le monde d'ailleurs même disait plus bas. Je pense que c'est de bon augure que les autres États puissent quand même l'accompagner et voir effectivement. Voilà pourquoi moi je dis qu'au niveau de l'UA, il devait y avoir donc des efforts d'interposition qui puissent donc intervenir en ce qui concerne dans l'état de lieu ou l'efficacité de cette force sur cet territoire. Et je pense que c'était l'ONU qui avait donc levé la voix. Il devait quand même avoir un impact crédible au niveau de l'ONU de pouvoir agir directement sur le maintien ou non de cette force. Mais Germain Soso, au-delà de tout, c'est vrai qu'on peut faire un réquisitoire assez sévère contre la MONUSCO, mais est-ce que sans la présence de la MONUSCO, on n'aurait pas déjà fleuré le pire? Non, le pire. Parfois aussi, vous m'excusez, nous ne déclinons pas nos responsabilités en tant qu'Africains. Mais parfois aussi, lorsque les gens veulent aussi vous exploiter, ils créent des troubles, l'instabilité dans la région. On crée des crises pour résoudre d'autres crises. Oui, mais voilà, c'est pour cela que quand Samuel me pose la question de savoir si n'eût été l'ONU, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le pire en RDC? Bon, ça, je ne sais pas, mais ce que je sais... C'est un avis oui, mais ce que je sais, c'est que les Africains, aujourd'hui, sont suffisamment quand même responsables. Même si on estime que nous n'avons pas... Mais vous oubliez que l'Union africaine n'a pas une force d'interposition. Oui, mais de toute façon, ce n'est pas une question de fuite de responsabilité. Je pense que l'Union africaine, l'ONU n'est pas une émanation, disons, une émanation singulière appartenant donc à l'Occident. Je pense que les États africains étant membres de cette ONU, parce que la RDC est membre, voilà pourquoi la MONUSCO est déployée dans ce mais ce que moi je dis, c'est ce qui est en dessous, c'est ce que nous parlons de ce que tout le monde voit. Mais je vais parler, moi, je vais essayer de parler de ce que tout le monde ne voit pas. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la présence de l'ONU en RDC? Qu'est-ce qui se passe que tout le monde ne voit pas? Ben, j'ai dit que nous avons vu des choses qui ne sont pas dans la mission de l'ONU. L'ONU n'a pas réagi. Pendant 20 ans, il n'y a pas eu de résultats. Je dis, je vais juger l'ONU sur la base des résultats. Il n'y a pas de résultats. Donc pour moi, cette question, le président actuel, vous savez qu'en RDC, l'actuel président n'a pas véritablement les coups de frange. Et si nous disons aujourd'hui qu'avant que lui-même ne vienne, l'ancien avait donné l'alerte, je ne pense pas qu'il soit seul aujourd'hui à prendre la décision. Et n'oubliez pas que les forces de Kabila sont encore là, à l'Assemblée. Il y a beaucoup de choses. Donc, cette question va être véritablement tranchée. Et je dis, encore une fois... Justement, le départ de l'ONU, qui l'a tranché? La RDC ou bien l'ONU? Normalement, c'est l'État souverain, c'est la RDC qui doit prendre la décision. Courageusement pour dire non, voilà, désormais, c'est tel type d'assistance que nous voulons. Et l'ONU doit avoir le courage de respecter. Sinon, pendant 20 ans, il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on demande de prolonger? La France est sortie, en dehors de Guterres, pour dire que la question de la RDC, que ce n'est pas à s'amuser, il ne s'agit pas seulement il ne faut pas même modifier quoi que ce soit, il faut même augmenter même tout ça. Alors que nous voyons toutes les dépenses qui sont autour, mais le bilan, à mon avis, est purement... En tout cas, moi, il n'est pas satisfaisant. Oui, mais ça, voilà. Il faut un peu relativiser parce que lorsqu'on connaît un peu, disons, l'environnement politique de la RDC, on ne peut pas quand même remettre en cause cette présence, la présence de cette force-là à l'unique, disons, schéma politique. Parce que, vous savez, ce sont des forces politiques en présence. Et lorsque peut-être... une fois, parce que lorsque Kabila évoquait cette question-là, il était sur, disons, un fauteuil un peu éjectable. Ce qui fait qu'on peut lui prêter aussi des intentions de pouvoir faire partie de cette force-là pour pouvoir quand même poser ses pions, pour pouvoir quand même maintenir ou se maintenir aussi longtemps au pouvoir. Donc, je pense que cette question devait être tranchée par aussi l'Union africaine, qui a quand même son mot à dire, parce qu'avant l'intervention de cette force-là ne peut pas s'installer dans un pays sans l'aval quand même de l'Union africaine. Et qu'on ne peut pas quand même laisser l'unique départ de cette force-là par seulement le bon vouloir des politiques de ce pays-là. Parce qu'on sait que nous sommes dans un schéma politique et que le politique peut toujours intervenir, étant donné qu'il trouve qu'il n'a pas intérêt avec cette force-là. C'est vrai que nous disons tout quand même, il faut aussi voir ce côté-là qui est très important. D'accord. Le second sujet, c'est le Nigeria. La NNPC, compagnie nigériane de production de pétrole et de gaz, indique dans un récent rapport que le Nigeria a vu disparaître 22 millions de barils entre janvier et juin 2019. Le pétrole volé représente plus de 120 000 barils par jour, soit 6% de la production nigériane. Le Nigeria produit un peu plus de 2 millions de barils par jour et l'or noir lui apporte 90% de ses rentrées en devises étrangères. Une commission spéciale en charge de protection des hydrocarbures nigériens tire la sonnette d'alarme.
Ces 22 millions de barils volés pourraient doubler d'ici à la fin de l'année si rien n'est fait. Adam Adjonou, on est quand même dans un pays où on a pris l'habitude de dire que l'argent n'a pas d'odeur. Bon, finalement, si les gens trouvent le moyen de se faire un peu de sous en volant le pétrole, on ne devrait pas s'en affoler non plus. Vous savez, ce n'est pas une question nouvelle en ce qui concerne le Nigeria, sauf que c'est que le pourcentage ou bien le degré de siphonnage de l'or noir jusqu'à ce point-là, on n'en a jamais connu. Voilà ce qui a donc amené un certain nombre, la commission du moins qui tente, ou du moins qui contrôle ce tort noir-là à vouloir donc sortir de ces gens de médecins. Mais cela amène à la conclusion selon laquelle que depuis l'avènement de Buhari, qui a donc juré qu'il devait donc résoudre la question de la corruption dans ce pays-là, et on a vu que aussitôt, parce que nous parlons seulement de 2019, on n'a même pas fait, disons, un bilan concernant donc son passage. Ça voudrait dire que c'est un chiffonnage qui a trop duré dans le temps, et qui implique d'ailleurs même toute la chaîne de commandement jusqu'au petit donc de cela, parce que on peut pas d'abord là où est exploité le pétrole, c'est les lieux les plus sécurisés d'ailleurs même. Et si réellement on arrive presque à pouvoir dérober de près de 30% du pétrole qu'on ne contrôle d'ailleurs même pas. Donc je voulais vous dire que aujourd'hui, est-ce que Buhari a réussi donc réellement à pouvoir réellement résoudre le problème de la corruption, comme il avait dit. Donc, peut-être sur d'autres fronts. Mais ici, quand même, ça voudrait dire que lui-même, autour de lui, il y a donc des gens qui sont impliqués, imbibés de la tête jusqu'au bas. Donc, je pense que c'est une question réellement qui devait donc revoir la question. Et cela évoque d'ailleurs même d'autres questions. Aujourd'hui, nous avons connu cette pénurie-là, surtout étant donné qu'il y a eu donc fermeture de la frontière. Ça fait que ça a fait que ça a même impacté des pays, même jusqu'à chez nous. Parce que c'est vrai que ce n'est pas officiel, mais ça aide dans d'autres pays. Donc, ça fait que ça a impacté carrément les pays limitrophes, surtout le Bénin a payé dans le tribut. Et ça vient du coup au pays. Donc, je pense que c'est la question de la corruption qui est évoquée. Germain, c'est vrai que quand on regarde et quand on suit un peu ce que décrit par exemple le gouverneur de l'État d'Edo, Godwin Obesaki, il décrit une chaîne qui est quand même très entretenue. Ça va même des plus gros poissons jusqu'aux plus petits en bas qui profitent du siphonnage. Alors, quand on extrait cet or brut, quand on sait que le Nigeria ne raffine pas le pétrole, qui achète? Voilà. Vous savez, cette question paraît banale. Mais lorsque nous débattons aujourd'hui, vous savez, quand nous sortons avec nos motos, nos engins, nous achetons du carburant, ce que nous appelons brûleur. La question souvent... Du carburant frélaté. Frélaté, voilà. Bon, généralement, c'est pas frélaté, c'est de contrebande. Voilà, de contrebande. Parce que ceux qui les saisissent ne vont pas les jeter, ils les mettent dans leur véhicule. De toutes les façons, ça dépend, parce que c'est frélaté ailleurs et c'est contrebandé ailleurs, parce que c'est vrai que des fois, on y mélange. Frélaté, ça veut dire que la qualité n'est pas bonne. Oui, on y mélange bien sûr le pétrole. Non, mais je pense que c'est la question d'ailleurs qui est évoquée par nos structures ici, pour décourager. C'est des histoires, parce que les policiers qui les saisissent... Ouais, malheureusement, je me rappelle une fois, le ministre de la Sécurité a ironisé en disant quand nous les saisissons, nous les buvons, non. Ils mettent ça dans leur véhicule. Ils disent qu'ils font des tests quand c'est bon, ils utilisent. Dimanche n'était pas encore là. J'aurais pu lui demander qu'est-ce qu'il met dans son véhicule. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, quand on prend nos motos, nos voitures, on achète cette essence-là au bord de la route. La question qu'on ne se pose pas, c'est d'où vient l'essence. Tout le monde sait que c'est du Nigeria. Oui, voilà, c'est justement. Ça vient du Bénin, ça traverse le Bénin pour venir ici. Voilà, vous savez que le pétrole est assez vendu au Bénin. Le Bénin n'est pas producteur de pétrole. Il y avait des localités du Bénin où le litre coûte 275, 250 au bord de la route. Au bord de la route. Et l'État béninois a dit, ce secteur-là, ils ne vont pas trop attaquer, tout ça. Non, mais c'est un secteur qui crée beaucoup de problèmes aussi. Lorsqu'on veut s'y attaquer, c'est pas facile. Il y a des gens qui vivent de ça. Vous voyez ce que ça... C'est pour dire que le problème que le Nigeria, c'est pas aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est depuis. À un moment donné, c'est la corruption même a véritablement pris corps dans ces... Et je me souviens qu'il y a une ex-ministre, je crois, de leur pays qui avait été, qui était au gouvernement, qui a été arrêté en Europe par rapport à cette idée. Donc, c'est une structure véritablement organisée qui est parallèle et qui est même à l'intérieur, même des institutions de l'État nigérien. Et on dira même que c'est même au sommet, les gens sont complices. Et donc, aujourd'hui, le coût de cette action-là a agi négativement sur l'État nigérien. Et effectivement, le nouveau président qui est venu,
il tente de stopper donc la corruption. Et il sait que le nœud même de la corruption se trouve dans le secteur du pétrole. Alors, pour non seulement les décourager, démontrer véritablement qu'il n'a aucune force. Voilà, et au niveau de la mer, où on nous a dit même qu'il y a des bateaux américains qui contrôlent le cheminement, comment on arrive? Qui le fait? Qui sont ceux qui sont aussi puissants, qui peuvent, pendant qu'on a extrait du pétrole, et donc aller au large, même attaquer les bateaux, retirer du pétrole. Le reste, même, on déverse même comme ça dans la mer, sachant bien qu'il y a un manque à gagner à l'État, tout ça là. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'au Niger, quand vous allez au Nigeria, il y a deux grandes populations, enfin, une population divisée en deux. Il y a une population extrêmement pauvre, à côté, il y a une autre qui est tellement riche. Et ça continue. Vous savez, des gens qui construisent un peu comme chez nous, les villas qu'on a construites, il y a des cités au Nigeria. Vous voyez des jeunes qui construisent. D'où est-ce qu'ils tirent de ces... Comme vous voyez, on dit c'est des hommes d'affaires. Et donc, la plupart, quand vous remontez les filières, c'est des filières pétrolifères. Et donc, c'est dans ça. Aujourd'hui, comment faire pour arrêter l'hémorragie? Alors que ça a dépassé le Nigeria. Ça a traversé les frontières. Comme on le dit au Bénin, c'est presque à 60 à 65% des gens qui manipulent donc le carburant. Et ça a traversé le Bénin, c'est venu maintenant au Togo. Les gens vivent de ça aujourd'hui. Donc, comment faut-il arrêter donc ce phénomène? Donc, c'est la plus grande corruption qui est en train donc de gagner toute l'Afrique, qu'il faut arrêter. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les puissances, vous savez que dans cette histoire d'extraction du pétrole, beaucoup d'États, pour ne pas citer par exemple les États-Unis, ont du pétrole mais qui n'exploitent pas. C'est stratégique. Hein. Ben voilà, c'est stratégique. Et donc, pendant ce temps, le Nigeria, vous savez que c'est le géant de l'Afrique. Et vous savez qu'il y a une initiative des Africains aujourd'hui pour se mettre ensemble autour d'une nouvelle monnaie, autour d'une nouvelle vision économique, tout ça là. Mais moi, quand je parle, on dit non, mais je m'attaque toujours, mais ça rentre aussi dans le sabotage. Tant qu'on n'arrivera pas à stopper cela, donc en tant qu'Africains, en tant que Togolais et puis Béninois, il faut que nous nous apprêtons. Si demain les mesures ont été prises, il faut qu'on retourne au niveau des pompes pour véritablement prendre du... Sinon, ça va être une catastrophe. Ici, l'un des enjeux quand même du contrôle de l'exploitation de ce pétrole, c'est que, par exemple, ces 22 millions de barils qui ont été volés en janvier, juin, ont servi aussi à nourrir le grand banditisme et le terrorisme. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'on ne peut pas évoquer cette question-là sans évoquer véritablement là où vont véritablement les ressources dont tirer de cette exploitation-là. Parce que vous savez, l'installation qui perdure de Boko Haram dans ce pays-là, la plupart des enquêtes ont révélé qu'il y a de grandes complicités au niveau même de la haute hiérarchie de l'armée nigérienne. Ça fait qu'on se dit que où ces gens-là tirent donc les ressources pour s'alimenter, ou tirent donc les ressources pour donc s'approvisionner en armes et ses consorts. Et je pense que cette question, s'il fallait donc la résoudre, ne serait pas quand même aujourd'hui, parce qu'il y a l'OCDE, je me rappelle bien, qui a sorti un rapport en disant que les flux illicites, il n'a pas seulement indexé rien que le pétrole, mais il a dit que les flux illicites qui influencent un peu le marché de la sous-région, la plupart sont issus quand même du Nigeria. Parce qu'il a fait un rapport, il a sorti des chiffres réels. Donc je pense que ces rapports-là, la plupart du temps, l'OCDE, vous savez comment ils fonctionnent. Ces rapports-là sont soumis quand même à l'État en place avec des indicateurs assez profonds qui puissent quand même orienter l'État s'il a la volonté de pouvoir intervenir dans ce secteur-là pour avoir donc les défenses de le faire. Mais on a vu que depuis que ces rapports-là sortent, et je pense qu'à l'interne même, parce qu'il y a des structures qui contrôlent quand même la contrebande et puis l'État. Parce que j'ai eu à comprendre par rapport à ce sujet-là qu'il y a 90% du moins des ressources du Nigeria qui proviennent du secteur du pétrole. Et je pense que si réellement c'est le pétrole qui nourrit, pétrodépendant. Voilà, qui nourrit carrément le pétrole, il ne faudrait quand même pas laisser près de 30% quand même s'évaporer. Ça voudrait dire que si les gens ne réagissent pas, ou du moins il y a donc un sentiment disons, l'attente en ce qui concerne dans les institutions mises en place, aussi bon des institutions de contrôle mises en place par l'État, des institutions internationales. Ça veut dire que les gens même qui sont impliqués dans ces institutions-là sont concernés par donc, cette contrebande qui tire meilleur profit d'armes de ces contrebandes. Ça fait que personne ne s'y préoccupe pas, l'État même ne s'y préoccupe pas, parce que ça les intéresse pas, parce qu'ils ont quand même la plus-value qui vient d'amener dans les poches sans être contrôlés par l'État, et que demain cela ne puisse pas rejaillir sur eux comme étant donc des facteurs
de chiffonnage de l'argent de l'État. Parce que là où la chose est inquiétante, c'est aussi que l'enquête révèle que si rien n'est fait, aujourd'hui on est à 120 000 barils siphonnés illégalement par jour, on risque de doubler cela, et donc les 6% de production qui s'envolent, ce sera 12%. Ça montre quand même que ça s'étend et les gens laissent faire. Oui, c'est-à-dire que c'est même pas le Nigeria seul aujourd'hui ne peut plus combattre ce phénomène. Mais ça se passe sur le sol nigérien. Oui, mais la ramification, c'est pas seulement au Nigeria. Nous venons donc d'expliquer comment il y a le processus se fait. Et le président nigérien a fait sa campagne autour de cette histoire. Il a même insisté sur la question du pétrole, en disant qu'il faut... Alors, s'il ne réussit pas, ça voudrait dire que il devra plier. De toute façon, il est dans son deuxième mandat. Bon, voilà, et donc, oui, souvent, il n'y a pas que lui, il y a tout son parti et les autres, tout simplement. Si le mandat est luisant, il peut avoir continuité. Pas forcément lui. Ça voudrait dire déjà que ce parti coléré, tout ça, là, ils n'ont pas réussi le pari. Et c'est pour cela que le président nigérien doit... Et c'est une question d'honneur personnel aussi, en disant, voilà, je vais être chef de l'État et mon mandat, cette question de pétrole et c'est quand il est maintenant au pouvoir que ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, est-ce que le Nigeria seul peut combattre le phénomène? Je ne crois pas. Parce que le phénomène, non seulement il est social, il est devenu politique, je ne sais pas, il est devenu aussi militaire. Parce que les ristournes de ce phénomène vont également... Et profiter réellement aussi, oui. Oui, ça profite aux gens socialement par là, mais les milices, comment les appelle-t-on, les djihadistes et tout ça là, en font aussi une activité pour leur permettre également d'avoir de l'argent. Donc c'est pour cela que je dis, est-ce que ce phénomène devient celui nigérien? Non, il devient africain, planétaire, et il devient un problème donc international. Et nous savons que la complicité, ce n'est pas seulement au Nigeria. Même les grands exploitateurs de pétrole ferment les yeux sur un certain nombre de choses. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent acheter au marché noir que dans le circuit normal. Dans le circuit, voilà. Ça leur revient moins cher ici. Voilà. Et puis, les gens aussi ont intérêt que demain, le Nigeria aussi, que les puits de pétrole, ça finisse, et que le Nigeria devienne demandeur demandeur d'exploitation. Tout comme ce qui se passe actuellement en Libye. C'est vrai que la Libye aussi... Le tarissement voilà. des puits, quand même, voilà. C'est pas des réserves inépuisables. Voilà. Donc ça aussi, ça participe à la domination de ce qu'on appelle, on a appelé hier les pays sous-développés, mais également, aujourd'hui, les pays en voie de développement. Donc, vous avez des ressources, on met tout en œuvre, on ne vous aide pas, et puis on attend seulement que vous en profitiez, et finalement, vous devenez des demandeurs. Voilà. Oui, je pense que Samuel, le cas qu'il a évoqué tout à l'heure en parlant donc des ramifications, surtout au niveau de la surrogent, pourrait aussi contribuer quand même à résoudre ce problème, dans la mesure où, vous voyez, si s'en tenait seulement qu'à l'unique marché intérieur du Nigeria, je pense que ça ne pourrait pas contenir quand même le flux, du moins la plus-value donc de la contrebande à l'interne. C'est parce que la plupart d'ailleurs même du temps, le cabinet de la contrebande est plutôt vendu à l'extérieur qu'à l'interne. Oui. Parce que c'est plus facile de le gérer ainsi que de le gérer à l'intérieur. Parce qu'il y a des structures, si il en était, parce que l'inefficacité d'ailleurs même de ces structures de contrôle-là est déjà patente, parce que tout le monde sait que ils sont aussi complices. Mais quand même, à l'intérieur, s'il faudrait quand même avoir un regard beaucoup plus rigoureux sur la question, à l'intérieur, on pourrait quand même avoir une traçabilité sur, les flux de ces pétroles-là de contrebande qu'à l'extérieur. Voilà pourquoi c'est plus déversé à l'extérieur. Donc, il faut quand même contribuer, ou du moins faire avec l'extérieur pour pouvoir quand même résoudre un temps soit peu dans ces flux-là. Donc, c'est très important. L'extérieur, c'est qui? Le Bénin? Bon, le Bénin, le Bénin, le Burkina et le Niger. Parce que vous savez, les voisins de l'Ouest sont la plupart demandeurs de ces carburants, notamment le Niger, où aujourd'hui la fermeture aussi a beaucoup impacté. Il y a aussi le Burkina et le Bénin qui viennent donc les reverser chez nous ici. C'est vrai que le Togo fait d'énormes efforts en contrôlant du moins ces centres de câbles de feu. Parce que vous savez ce que contribue au niveau même du PIB, d'ailleurs même au niveau même des impôts, les sociétés pétrolières contribuent assez. Et nous en tirons un profit. Par exemple, au Bénin, il y a des stations de carburant qui sont là pendant un mois, ils vendent pratiquement pas.
Ça veut dire que c'est un énorme manque à gagner au niveau de l'État. Mais l'État aussi laisse faire parce que c'est de grandes personnalités qui sont en dessous et qui tirent meilleur profit. Donc ça fait que sans leur dérange, c'est la même chose qui se reverse au niveau du Nigeria. On va maintenant aller à la pause et puis nous allons regarder le journal. Et on sera de retour dans une dizaine de minutes.